Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous accueillons aujourd'hui notre invité, un médecin de la banlieue nord, qui vient nous parler de son avis sur l'ordre de la santé en Tunisie. Alors pour commencer, je vais vous poser une petite question concernant le pays. Alors on dit que la médecine tunisienne est assez avancée par rapport à d'autres pays. Alors comment peut-on expliquer qu'en 2016, il y a encore des cas de décès pour des femmes lors de leur accouchement? Oui, bonsoir, jeune monsieur. Euh, Effectivement, la médecine tunisienne, c'est l'une des plus avancées dans des pays comme le nôtre, c'est-à-dire les pays africains et arabes, et plus largement ce qu'on appelle la zone MENA, c'est la zone Middle East and North of Africa. Cette médecine, elle a bénéficié certainement des élans et des efforts consentis par les pères fondateurs de la nation depuis l'indépendance jusqu'aux années 74-73 environ. Il y a eu un effort considérable dans le domaine de la santé publique, comme en témoigne la progression impressionnante des indices de développement humain quand on compare ceux enregistrés en 56 et ceux enregistrés en 75, 76. Mais malheureusement, cette accélération et cet effort consenti pendant toute cette période a été relâché à partir des années 80, voire euh, totalement stagné depuis ces temps-là. Et comme on sait, quand on n'avance pas dans le domaine de la santé, on recule. Euh, donc, en 2016, 35 ans après, le désengagement de l'État envers le secteur public de la santé, tous les indices stagnent, voire reculent, et on assiste malheureusement au retour de la tuberculose, au retour de certaines maladies graves comme la leishmaniose, au retour de certaines épidémies qui ont totalement disparu en Tunisie durant ces années-là. Ceci est le fruit d'un désintérêt à la santé publique et la transformation de la santé en un produit, comme tout produit commercial. Et le centre d'intérêt qui est l'être humain dans notre pays n'est plus d'actualité depuis 25 à 30 années. D'ailleurs, tous les secteurs souffrent des mêmes maux, que ce soit la santé, l'éducation et j'en passe d'autres secteurs. La santé, c'est plus palpable puisque le résultat est évident devant nous. Et si l'État, les privés, les collectivités locales, les sociétés savantes, la société civile ne s'intéressent pas aux problèmes de la santé publique, on assistera encore et encore aux décès malheureux de bébés à la naissance, de femmes qui accouchent, de décès à cause de maladies futiles. Ça, si on ne fait pas le nécessaire dans un court terme, c'est-à-dire à court terme, il faut absolument agir et instaurer une vraie politique de santé publique. D'accord. Alors, sachant qu'être médecin est un métier noble, alors comment peut-on expliquer le refus de plusieurs médecins de travailler dans les zones, disons, intérieures du pays? Oui, mon cher, cette question est véritable et elle constitue un vrai problème. Mais le médecin, comme toute autre personne dans le pays, a, aime son pays, comme tout le monde, aimerait bien
travaillé sur tout le territoire, mais quand on voit l'état de délabrement avancé des régions intérieures, que ce soit dans le domaine de l'infrastructure sanitaire, l'infrastructure du système éducatif, les infrastructures culturelles, le pouvoir d'achat qui est totalement disproportionné et, avec des écarts trop importants entre les régions côtières et les régions de l'intérieur du pays, évidemment que les médecins, comme toute autre personne, avocats, ingénieurs, industriels, entrepreneurs, enseignants, aimeraient bien voir ses enfants grandir et lui-même s'épanouir dans un milieu culturellement vivant, avec des infrastructures sportives et, et culturelles dignes de ce nom. L'intérieur du pays est totalement pauvre en ces structures-là, mais ceci n'explique pas tout. L'absence de structures de santé adéquates dans ces régions-là. Vous savez bien que toutes les facultés de médecine et de pharmacie et de chirurgie dentaire sont sur la zone côtière. Il n'y a aucun centre hospitalier digne de ce nom dans toutes ces régions malheureusement reculées du pays. Il n'y a eu aucune construction nouvelle digne de ce nom-là pendant ces 30 ou 40 dernières années dans toutes ces régions, que ce soit le nord-ouest, le centre-ouest, le centre, le sud-ouest et même le sud-est. Toutes ces régions-là sont des régions laissées pour compte. Les médecins, certainement, ont leur part de responsabilité dans cela, mais ils ne sont pas seuls à être mis à l'épreuve. L'effort doit être global et rien ne se fera que par la conjugaison de l'effort de tout le monde, tout secteur confondu. D'accord. Dans la catégorie un peu plus personnelle de notre interview, je voudrais vous demander pourquoi avez-vous choisi la radiologie comme spécialité? Ah là, vous touchez un coin très, très précieux et très, très personnel. Mais le choix de la spécialité et de la carrière d'une personne répond certainement à ses attentes. J'ai choisi la radiologie, c'est un ancien nom de la spécialité. Actuellement, ça s'appelle depuis d'ailleurs quelques années l'imagerie médicale, puisqu'elle touche plusieurs agents physiques et non seulement les rayonnements ionisants qui ont donné l'appellation de la radiologie. Actuellement, il y a l'ultrasonographie, il y a l'imagerie par résonance magnétique, il y a les scanners à émission de protons. Il y avait avant la thermographie. Cette spécialité, elle est passionnante parce qu'elle est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution, vu qu'elle est axée et qu'elle se développe autour d'axes aussi en perpétuel développement qui sont l'informatique, l'électronique, les calculs en général et le traitement de l'image. Toutes ces méthodes physiques, tout ce progrès en informatique, en traitement de l'image, en calcul et en électronique contribue à un rajeunissement et un renouvellement perpétuel de la spécialité, de l'imagerie médicale, ce qui la rend très jeune parmi les spécialités et qui reste tout le temps jeune, qui reste aussi tout le temps avide d'explorateurs. Et ceci, c'est le côté passionnant de l'imagerie médicale. D'accord.
Et pour finir, je voudrais vous demander quel conseil donneriez-vous à une personne souhaitant faire des études de médecine? Ah oui, ça c'est euh, ça c'est important aussi. Le choix d'une carrière aussi dépend de la personnalité de la personne. Je pense que être médecin, il faut que ce soit une vocation. Ce n'est pas uniquement un métier, c'est un art. La médecine, c'est une passion. Il faut aimer la médecine. Il faut avoir rêvé d'aider son prochain, de travailler avec l'être humain, de, entre guillemets, supporter ce travail qui est parfois pesant sur le plan psychologique. C'est un métier où on côtoie les souffrances humaines. Il faut toujours être assez, avoir de la compassion et avoir aussi de l'indépendance et de la hauteur de vue par rapport aux problèmes de la vie. La médecine aussi, c'est une discipline qui demande un travail très important, un travail soutenu, un travail de longue haleine. C'est comparable à une course de fond, ce n'est pas une course de vitesse. La médecine, on l'apprend pendant toute sa vie et on est parfois confronté à des échecs de la médecine elle-même vis-à-vis aux problèmes de la vie. Il faut être conscient de cela. Ce que je conseille généralement aux gens qui vont faire de la médecine, il faut considérer ça comme un art qu'on vit. La médecine, c'est pas uniquement un métier, il faut se donner totalement à cet art. Et généralement, la médecine ne supporte pas euh, d'autres activités. Parce que si on fait autre chose avec la médecine, on ne peut pas être vraiment dans son art complet. Un seul mot, la médecine c'est une passion et ce qui demande énormément, énormément de travail. D'accord, merci pour votre participation à notre émission. Merci à vous. Et peut-être on aura un autre rendez-vous dans une autre interview de ce genre. Merci.